Bonjour à vous tous, il est 13h à Bamako. Le journal Combat Cissé. Bienvenue dans ce journal, les titres. Mobilisation autour de l'hépatite. Plus de 70 millions de personnes vivent avec une hépatite chronique B ou C dans la région africaine. Hier, le ministère en charge de la Santé et ses partenaires sont montés au créneau pour sensibiliser l'opinion nationale sur les dangers de cette pathologie qui affecte tous les âges. 120 journalistes et communicateurs venus de 50 pays du monde sont à Caracas, au Venezuela, pour défendre la liberté d'expression à travers le forum international La Voix du Nouveau Monde. Le Mali est présent à cette rencontre à travers le directeur général de l'ORTM. En Côte d'Ivoire, Awa Don Melo, ancien ministre, déclare sa candidature à la présidentielle du mois d'octobre lors d'une conférence de presse. Laurent Gbagbo a aussitôt exclu de son parti ce compagnon de route. En cette période de vacances, certains élèves s'intéressent aux petits métiers, réparation de motos, menuiserie, voilà entre autres activités qui les attirent. On en parle dans le grand format de cette édition. Et puis, chronique du développement nous parle de 3 recommandations dites prioritaires et les modalités de leur mise en œuvre formulées à l'issue du Forum international de la diaspora malienne tenu ici à Bamako. Page sport Afrobasket 2025 à Abidjan. Les Aigles Dames du Mali affrontent les Sud-Soudanaises en demi-finale demain samedi. En quart de finale joué hier, elles se sont imposées devant les Ougandaises 86-68. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres, selon l'OMS, plus de 70 millions de personnes vivent avec une hépatite chronique B ou C dans la région africaine et moins d'une personne sur 10 a été diagnostiquée ou bénéficie d'un traitement. Des chiffres qui font froid dans le dos. C'est pourquoi le département en charge de la santé, l'OMS et les associations communautaires se sont mobilisés hier pour sensibiliser l'opinion publique sur les dangers de cette maladie et de promouvoir les actions pour la combattre. Inaba. Le Mali célèbre chaque année la journée mondiale contre l'hépatite le 28 juillet. Pour raison de calendrier, la journée a été célébrée ce jeudi. La commémoration constitue une opportunité pour les communautés du monde entier de se mobiliser et sensibiliser l'opinion publique sur la problématique de ces fléaux qu'est l'hépatite et de promouvoir les actions nécessaires pour la combattre. Abba Touré, vice-président des associations communautaires SOS Hépatite. Madame le ministre de la Santé et du Développement social, les personnes infectées et affectées, attendez-vous une attention toute particulière afin de voir le traitement des hépatites prise en compte par l'assurance maladie obligatoire. Pour l'édition 2025, le Mali a choisi comme thème « Une génération sans hépatite, agissons dès la grossesse ». Un thème qui cadre bien avec l'initiative mondiale visant la triple élimination du VIH, syphilis et l'hépatite B. Selon l'OMS, plus de 70 millions de personnes vivent avec une hépatite chronique B ou C, dont 3 millions au Mali. Dr Patrick Kabouré, représentant résident de l'OMS au Mali. Pour réussir cette lutte, les pays doivent résolument s'engager à veiller à ce que la dose de naissance du vaccin contre l'hépatite B soit administrée à chaque nouveau-né, idéalement dans les 24 heures suivant la naissance. Les pays doivent intégrer systématiquement le dépistage et le traitement de l'hépatite dans les soins de santé primaires courants. Considéré comme une menace de santé publique, notre pays s'est engagé dans la lutte contre l'hépatite virale en souscrivant à la stratégie mondiale de son élimination d'ici à 2030. Pour ce faire, un plan stratégique national intégré 2023-2026 a été élaboré pour ces pathologies. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Ce plan vise, d'ici 2026, à réduire de 50% de l'incidence de l'hépatite B et C, réduire de 50% la mortalité et la morbidité liées à l'hépatite B et C, mettre en œuvre des principes de droits humains et d'égalité hommes-femmes dans la promotion et l'utilisation de l'offre de services de diagnostic et de traitement.
Malgré l'insuffisance de financement pour soutenir la lutte contre l'hépatite, la Namibie a reçu la certification de niveau argent de l'OMS pour avoir éliminé la transmission mère-enfant de l'hépatite B. Direction Kayes, où la ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle est à Kayes depuis le mercredi pour une série d'activités. Oumou Salsek a procédé hier au lancement de la séance d'information et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat jeune à Kayes. Objectif, développer une véritable culture entrepreneuriale chez les jeunes, les élèves et les étudiants. Reportage Kansoutou Kanouté. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle est à Kayes depuis ce mercredi avec un agenda très chargé. Plusieurs activités sont au programme de cette visite, dont ce lancement de la séance d'information et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat jeune à Kayes. Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. L'objectif de cette séance est de développer une véritable culture entrepreneuriale chez les jeunes, notamment les élèves et les étudiants. Il s'agit de leur fournir les outils, les connaissances et les informations pratiques sur les nombreuses opportunités offertes par l'entrepreneuriat, devenu un levier essentiel pour leur insertion dans le tissu économique national. Même ceux qui ne sont ni élèves ni étudiants sont au même titre, au même niveau concernés par ce programme. Au cours de cette journée, les jeunes de Kayes auront l'opportunité d'échanger sur des thématiques, à savoir les fondements de l'entrepreneuriat, les étapes de la création d'entreprises, l'identification des secteurs porteurs, les démarches administratives à entreprendre, les mécanismes d'accompagnement et de financement existants. Ces échanges visent à doter les jeunes participants de compétences concrètes pour structurer et porter des projets viables, adaptés aux réalités économiques locales. Rappelons qu'auparavant, Mme Oumou Salsek avait visité les locaux des structures régionales relevant de son département, suivi d'une rencontre avec les directeurs des services déconcentrés de son ministère. Avant d'aller saluer les notabilités de la ville, un exercice fortement salué par celles-ci qui, en retour, ont fait des bénédictions. Kayes, Kansoutou Kanouté, Bramandao, Lassana Keita pour l'ORTM. Hors de nos frontières, les voix du monde s'insurgent contre le blocus médiatique. Ce mercredi à Caracas, au Venezuela, 120 journalistes et communicateurs venus de 50 pays du monde unissent leurs voix pour défendre la liberté d'expression, l'accès à la vérité, à la paix et à un avenir libre de toute manipulation. C'est à la faveur du Forum international La Voix du Nouveau Monde. Le Mali était présent à cette rencontre à travers le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombele. Envoyé spécial à Caracas, Barakissa Ouattara. À Caracas, la capitale vénézuélienne, la révolution médiatique est en marche. Les journalistes du monde entier ont répondu présents. Il s'agit des pays d'Afrique, des Caraïbes, la Russie et les pays de l'Extrême-Orient. Au moins 200 professionnels de médias ont élevé la voix contre le blocus médiatique. Une armée redoutable en temps de guerre et dont plusieurs pays du Sud sont victimes. Le Forum international des voix du Nouveau Monde appelle donc à l'alliance des journalistes pour défendre la liberté de la presse et lutter contre le blackout médiatique imposé par la presse hégémonique. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette rencontre. Les défis de la communication dans les pays du Sud, la liberté d'expression des autres, le journalisme debout contre la dictature de l'algorithme. Au pupitre, les patrons de presse des différents pays se sont succédés et certaines personnalités chinoises et russes sont intervenus par visioconférence. Tous ont salué la tenue de ce forum. À la voix du Nouveau Monde, le Mali, à travers le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombele, a joint la sienne pour dire non à la désinformation et à la manipulation de l'information. Au cours de ce forum, les journalistes du monde entier ont démontré une forte mobilisation pour la cause palestinienne. Au terme de la rencontre, une alliance de journalistes au service de la communication du Sud global est née. Elle promet de respecter et défendre la vérité, d'être le porte-parole des minorités, de lutter contre l'usage du mensonge et la stigmatisation du peuple et enfin rendre l'humanité plus humaine. Caracas, Barakissa Ouattara pour l'ORTM.
Restons hors du pays. En Côte d'Ivoire, l'ancien ministre Awa Domelo a confirmé hier sa candidature à la présidentielle ivoirienne lors d'une conférence de presse. Le compagnon de route de Laurent Gbagbo entend pouvoir pallier l'inégibilité de l'ex-président et incarner l'opposition à Alassane Ouattara le 25 octobre. En réaction, Laurent Gbagbo, encore candidat du Parti des peuples africains, a immédiatement démis Awa Domelo de ses fonctions de vice-président en charge du panafricanisme au sein de la formation. Et pourtant, d'autres sources révèlent que Laurent Gbagbo fait partie de 4 figures de l'opposition exclues du scrutin du 25 octobre à la suite de décisions de justice. Son ancien bras droit Charles Blé Koudé et l'ancien premier ministre en exil Guillaume Soro sont radiés de la liste électorale pour des condamnations en justice. Tidjane Cham, leader d'un des principaux partis d'opposition, a lui aussi été écarté par la justice pour des problèmes de nationalité. En République démocratique du Congo, le procès très attendu de l'ancien président Joseph Kabila s'est poursuivi hier devant la haute cour militaire. Déchu de ses immunités parlementaires en mai dernier, l'ex-chef de l'État est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation. Après plus d'une heure de projection de charges retenues contre l'ancien chef de l'État, la Haute Cour a programmé la prochaine audience dans une semaine, le temps pour les avocats des parties civiles d'examiner les pièces du dossier. Au Soudan, un projet de création d'un gouvernement parallèle annoncé par les forces de soutien rapide a été rejeté mercredi dernier par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ce projet dévoilé samedi dernier nomme Mohamed Hassan Al-Tayachi au poste de Premier ministre et le général Mohamed Hamdan Dagalo, alias Emeti, à la tête d'un nouveau conseil présidentiel. L'UA appelle les États membres et la communauté internationale à ne pas reconnaître ce gouvernement parallèle, soulignant le risque de fragmentation du pays. Elle réaffirme par ailleurs son soutien au gouvernement de transition établi en mai à Port-Soudan, dirigé par Kamil Idriss, un ancien haut fonctionnaire de l'ONU. Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré mercredi que le Canada reconnaîtra officiellement l'État de Palestine en septembre 2025 à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La décision canadienne n'est toutefois pas sans condition. Ottawa exige que l'autorité palestinienne organise des élections générales en 2026 auxquelles le Hamas ne pourra pas participer et qu'elle engage un processus de démilitarisation, des exigences qui soulèvent des interrogations, notamment sur leur faisabilité à court terme dans un territoire aussi instable. Retour au Mali, la fin de l'année scolaire ouvre la période des vacances. C'est un moment de repos pour les enfants avant la réouverture des classes. Mais avant d'éviter que les élèves ne s'ennuient à la maison, il est nécessaire de trouver des occupations pour eux à travers des petits métiers. Suivant ce dossier signé Draman Sanou. Assis au sol à côté de son maître, concentré, yeux fixés sur le moteur de la moto, rien ne lui échappe. Il est souvent envoyé prendre une clé parmi tant d'autres pour desserrer ou serrer une vis. Modibo Keïta est un élève de la 7e année. Il préfère apprendre un métier pendant les 3 mois de vacances, car pour lui, personne ne sait de quoi demain sera fait. Je suis venu apprendre le métier de réparateur pendant ces 3 mois de vacances. Je viens parce que cela vaut mieux que de faire les promenades inutiles. Le réparateur de moto Oumar Sinaba est diplômé en comptabilité, mais il est aujourd'hui chef de garage. Ils parviennent à assimiler le métier. Nous leur apprenons à réparer les motos. Ils ne sont pas payés, mais si nous parvenons à faire un bon marché dans la journée, nous leur donnons quelque chose. Un autre élève qui fait la 10e année, Sédou Mungoro, opte pour l'apprentissage de la menuiserie. Je suis venu apprendre le métier de la menuiserie pendant ces 3 mois de vacances, car il n'est pas facile d'avoir un emploi au Mali après les études. Si je finis,
je pourrais exercer ce métier avant d'obtenir le travail de mon diplôme. Moussa Keita est chef d'atelier de la menuiserie. Il priorise la discipline des apprenants pour un apprentissage de qualité. Ils parviennent à assimiler le métier. Je leur apprends à faire les fauteuils, lits, armoires et bibliothèques. Je ne leur paye pas par mois, mais chaque week-end, je leur donne quelque chose pour leurs petits besoins. Le parent d'élève Cheikh Oumar Tamboura encourage les enfants à apprendre un métier pendant les vacances, car c'est la formation professionnelle qui domine aujourd'hui. Quand l'enfant est occupé, déjà, professionnellement surtout, il apprend. Et même si demain, il n'a pas pu réussir à l'école, déjà cette formation lui a déjà appris un métier. Il a déjà un pas d'avance sur d'autres. Donc vraiment, moi je préfère que les enfants apprennent les métiers pendant le vacances. Quand on leur donne de l'argent, non, juste pas pour. Peut-être que le patron ou bien le chef d'atelier, qui sera vraiment content de son apprenti, à la rentrée, peut faire un collier. En revanche, Fousseni Bougoudogo, lui aussi parent d'élèves, préfère préparer les enfants avant la réouverture des classes. Je divise les vacances en deux parties. La première partie, les enfants se reposent, ils se ressourcent en participant à des activités ludiques. Pendant la deuxième phase, je les inscris à des cours de préparation en vue de la nouvelle année scolaire. Selon le sociologue Fodji Tandigora, c'est une très bonne chose pour un enfant d'apprendre un métier pendant les vacances, car cela lui donne de nouvelles compétences. Mais tout cela doit se faire en fonction de la capacité physique de l'enfant. Cependant, il faut que ces métiers soient de leur âge et de leur capacité. Parce que vu que ce sont des enfants, ils ne doivent pas faire des travaux qui ne sont pas de leur âge. Les parents doivent veiller à cela. Ils ne peuvent que apprendre des métiers qui sont de leur goût. Et il ne faut pas non plus que ce soit des métiers à tension, de manière à porter un préjudice à la constitution physique de l'enfant. L'argent ne doit pas primer sur l'apprentissage du métier, au point que l'enfant ait l'idée d'abandonner des études, selon le sociologue Fodji Tandigora. Oui au travail, oui au petit métier pendant les congés, mais non à la pression. Ce travail ne doit pas être pris au sérieux pour en faire une source de revenus pour les parents, parce que c'est avant tout un mode de socialisation que les parents ne doivent pas comptabiliser dans leurs revenus. Apprendre un métier pendant les vacances, c'est bien, mais l'enfant doit se reposer à un moment donné pour reprendre les cours dans les meilleures dispositions. Et oui, ces petits métiers sont exercés par les élèves pour que les enfants ne s'ennuient pas à la maison. Bon courage à eux. Page sport football féminin, le tournoi de qualification pour la Ligue des champions féminines de la CAF aura lieu du 5 au 17 août 2025 au Sénégal. Handball, le championnat national senior dames et messieurs se poursuit dans la salle Abdallah du stade du 26 mars. Afro-basket 2025 à Abidjan, les Aigles dames du Mali affrontent les Sud-Soudanaises en demi-finale demain samedi. En quart de finale jouée hier, elles se sont imposées devant les Ougandaises 86-68. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chenou. Afro-basket féminin Abidjan 2025. Le Mali s'est qualifié hier pour la demi-finale. Les joueuses d'Oumarou Syria ont dominé leur homologue mozambicaine 86-68. Elles affronteront demain le Soudan du Sud en demi-finale. L'autre demi-finale se jouera entre le Sénégal, tombeur de la Côte d'Ivoire, pays hôte, et le Nigeria qui a sorti le Cameroun. Handball, championnat national senior, hommes et dames, les compétitions se poursuivent dans la salle Abdallah Aïdra du stade du 26 mars de Yirimadio. Deux rencontres sont au programme cet après-midi. Centre Maïga de base, il rencontre le centre omnisport de la Fiabougou. Et juste après, l'ISFAS en découdra avec l'AS Mandé. Hier, l'AS Mandé a été battu par la commune 6 34-24. La commune 2 n'a pas résisté devant l'AS Police 41-26. Et le Sondegao a perdu face au centre omnisport de Missabougou 47-25. Football féminin pour terminer. Le tournoi de qualification pour la Ligue des champions féminines de la CAF aura lieu du 5 au 17 août au Sénégal. La compétition se déroulerait en forme de poule unique et seule l'équipe championne se qualifiera pour la Ligue des champions de la CAF. Les matchs se dérouleront au stade annexe du stade Abdoulaye et du stade Latidjor. Le mardi 5 août, déjà en ouverture, les Aigles de la Médina affronteront l'ISFAS de Bamako. Et en seconde heure, Ram Kamara en découdra avec Determined Girls. Chronique du développement.
Le Forum international de la diaspora malienne, tenu à Bamako du 17 au 19 juillet 2025, a formulé une vingtaine de recommandations afin de rendre plus efficace sa contribution au développement du pays. La rencontre a enregistré environ 300 participants venus d'une soixantaine de pays de résidence de nos compatriotes. La chronique du développement du jour s'intéresse particulièrement à 3 recommandations dites prioritaires et les modalités de leur mise en œuvre. C'est signé Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Le premier forum international de la diaspora a posé les jalons d'un renouveau pour nos compatriotes établis à l'extérieur. Si l'on en croit la batterie de recommandations formulées, dont 3 sont prioritairement ciblées dans le cadre de leur mise en œuvre. Faisons la revue de ces 3 recommandations prioritaires avec Mahamadou Kamara, le secrétaire exécutif du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Il y a eu au total 25 recommandations. Mais je voudrais quand même partager avec vous sur au moins 3 de ces recommandations, notamment les informations en matière d'investissement en direction de la diaspora, les opportunités d'investissement, les filières porteuses. Il y a également la sécurisation des documents fonciers, la recommandation sur la transformation de la diaspora en une entité administrative. Sans oublier que cette fois-ci, au niveau du forum, alors donc il y avait une forte coloration AUS, c'est un élément important. Faire de la diaspora non pas seulement une source de transfert d'argent, mais surtout porteuse de compétences, d'investissement et de projets de développement. Les recommandations du Forum international s'inscrivent parfaitement dans cette logique. Mahamadou Kamara. En matière de sécurisation, par exemple, des documents fonciers, les Maliens établis à l'extérieur souffrent beaucoup de ce phénomène. Alors, combien sont en conflit devant des tribunaux parce que leurs documents sont contestés alors qu'ils ont acheté en bonne et due forme des parcelles en pensant de bonne foi qu'il n'y aurait aucun problème. Alors donc, même là, au niveau des investissements, certains achètent des terrains. C'est au moment où ils veulent investir là-dessus qu'ils se rendent compte qu'il y a plusieurs propriétaires. Évidemment, la question est très récurrente au Mali. Ça ne concerne pas que les Maliens établis à l'extérieur, mais avec les Maliens établis à l'extérieur, ça prend une autre coloration. Parce que ça, ce n'est pas des résidents, c'est des gens qui viennent de temps en temps. Et quand on leur pose des problèmes comme ça, quand ils vont, ils n'ont plus envie de revenir. Et ça, c'est très mauvais pour l'investissement. Alors donc, ensuite, j'ai parlé d'informations. Il s'agit de donner des informations très très fiables sur les opportunités et permettre, par exemple, qu'au niveau des ambassades déjà dans leur pays de résidence, ils commencent à faire des formalités avant d'arriver au Mali. Par exemple, immatriculer leur entreprise depuis les ambassades, pourquoi pas? Il ne faut pas que les gens soient obligés de venir au Mali pour créer des entreprises. Les Ghanéens le font, par exemple. Tous les Ghanéens de l'extérieur, à partir de leurs ambassades à l'extérieur, ils peuvent créer des entreprises. Ce sont des propositions qui sont très très intéressantes et qu'il faut prendre au sérieux. En ce qui concerne singulièrement la recommandation portant sur la transformation de la diaspora malienne en une entité administrative, elle est censée apporter des innovations majeures. Mais concrètement, qu'est-ce que cette proposition de réforme implique en termes de développement? La réponse avec Mahamadou Kamara. L'idée est venue de l'expérience marocaine. Vous savez que notre histoire avec les Marocains, ils sont venus s'inspirer du modèle d'organisation du Haut Conseil en 2008. Vous savez que les régions au Maroc, on les appelle les wilayas. Il y a 12 wilayas, mais la diaspora marocaine est considérée comme la 13e wilaya. Et donc, il se trouve qu'au niveau de chaque région, il y a un conseil régional d'investissement qui aide les Marocains de l'extérieur à faire des investissements au Maroc. C'est pourquoi nous avons proposé pour les Maliens établis à l'extérieur également, les transformer en une entité administrative, notamment de les considérer comme une région du Mali. Évidemment, cela a des implications, parce que tout le monde connaît les problèmes des Maliens établis à l'extérieur. On a des problèmes de documents d'identité, on a des problèmes de mobilité à cause de ces problèmes de documents d'identité, on a des problèmes d'investissement, on a des problèmes de recensement, on ne sait pas combien nous sommes à travers le monde. Il y a de nombreux problèmes. Et il y a la sécurisation dont je viens de parler également par rapport aux investissements. Alors quand on a autant de problèmes, alors si on ne crée pas une entité administrative chargée exclusivement de gérer ce phénomène au niveau du Mali, c'est très difficile qu'on y parvienne. D'autant plus que le gouvernement même envisage de faire des Maliens établis à l'extérieur un atout pour le développement du pays. Mais c'est une question d'organisation. Ce problème d'organisation ne peut être bien réglé que si on transforme la diaspora en une entité administrative. Et c'est ce qui a été recommandé. À la question de savoir s'il existait des garanties de mise en œuvre de ces recommandations, le secrétaire exécutif du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur déclare que la création d'un comité de suivi est proposée. Aussi, a-t-il précisé, la diaspora a reçu auprès des plus hautes autorités du pays des gages allant dans ce sens.
13h passées de 23 minutes, c'est l'essentiel de ce journal. C'était une présentation du Kumba Sissé. La partie technique a été assurée par Bintou Traoré, une réalisation de Hawa Traoré et Lala Damile, coordination Brahma Traoré, mise en ligne Badji Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Fatim Damile sera là pour la lecture des avis et communiqués.